soir, possible décision de la Cour suprême des États-Unis. Le Bloc québécois dépose une motion sur le droit à l'avortement à la Chambre des communes. On reçoit Frédéric Chabot, directrice d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Sur la ligne de départ des élections en Ontario et 6 candidats à la course au leadership conservateur. L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Quel rôle humanitaire pour le Canada en Ukraine? La docteure Joanne Liu, ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, revient sur sa mission dans ce pays. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors qu'on apprend que la Cour suprême des États-Unis pourrait invalider une décision qui protège depuis 1973 le droit des femmes américaines de se faire avorter, le Bloc québécois a ramené la question de l'avortement à l'avant-scène à la Chambre des communes aujourd'hui. La leader adjointe du Bloc, Christine Normandin, a présenté une motion par consentement unanime qui demande que les députés reconnaissent le libre choix des femmes en matière d'avortement, et ce pour quelque raison que ce soit. La motion a été défaite par des députés conservateurs. J'attends beaucoup de non. I'm hearing a few no's. La députée Normandin a aussi interpellé la vice-première ministre Chrystia Freeland sur la question. Ne tenons jamais pour acquis le droit des femmes. Ne présumons jamais que ce que nous avons gagné ne nous sera jamais enlevé. Ne croyons jamais que c'est définitivement réglé, que tous acceptent que le corps de la femme appartient à la femme et que la décision d'interrompre sa grossesse n'appartient qu'à elle seule. Il faut continuer à se battre parce qu'un seul moment d'inattention peut nous ramener des décennies en arrière. La vice-première ministre peut-elle nous garantir que son gouvernement va s'assurer que le droit des femmes à l'avortement sera protégé? Bonne question. L'honorable vice-première ministre. Oui. Et je tiens d'abord à dire que, qu'en tant que Canadienne, j'ai été à la fois choquée et troublée par les nouvelles en provenance des États-Unis hier soir concernant le droit à l'avortement. Cela dit, et m'exprimant ici aujourd'hui en tant que femme, en tant que mère et en tant que vice-première ministre du Canada, il est important pour moi de souligner l'engagement clair et déterminé de notre gouvernement à protéger le droit des femmes à choisir, un droit fondamental. Bravo. Pendant ce temps, la ministre des Affaires étrangères a elle aussi réagi à ce possible recul pour le droit des femmes de se faire avorter aux États-Unis. Mélanie Joly s'en dit préoccupée. Bien, c'est sûr qu'on prend acte du fait qu'il y a un projet de jugement de la Cour suprême. J'en ai pris connaissance dans les médias, comme vous l'avez tous pris connaissance. Et ce qui se passe aux États-Unis se passe aux États-Unis. Et c'est sûr que pour ma part, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et pourquoi je trouve ça inquiétant, c'est qu'on voit que même au Canada, on ne peut pas prendre pour acquis le droit à l'avortement. Et on doit continuer à se battre pour faire en sorte que la bataille qui a été menée par nos mères et nos grands-mères pour le respect des droits des femmes se poursuive. Et présentement, vous savez, il n'y a aucun des députés conservateurs qui viennent devant la caméra pour répondre à vos questions. Et présentement, il y a une leadership conservateur où tous les candidats essaient d'aller chercher le vote des anti-choix. Et pour moi, je trouve ça extrêmement préoccupant. Autre réaction, celle de Frédéric Chabot, qui est directrice d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Bonsoir, Madame Chabot. Bonsoir. On vient d'entendre la ministre Mélanie Joly qui se dit extrêmement inquiète de cette décision potentielle de la Cour suprême américaine qui pourrait donc annuler l'arrêt Roe contre Wade, qui est un jugement, on le sait, historique, qui a légalisé l'avortement aux États-Unis en 1973. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette possible décision du côté des États-Unis? Je crois que c'est absolument important pour les gens au Canada de porter attention à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Donc, premièrement, il va y avoir des impacts directs sur l'accès à l'avortement pour les gens au Canada qui sont peut-être pas considérés quand on parle de la question. Donc, il y a des gens actuellement qui ont besoin d'aller aux États-Unis pour accéder aux soins dont ils ont besoin et qui vont voir cette possibilité-là
se restreindre parce que justement, si l'arrêt Roe contre Wade est annulé, il y a une majorité des États américains qui vont interdire l'avortement entre leurs frontières. Ouais. Donc ça, c'est une des possibles difficultés. Et ensuite, c'est de continuer à s'assurer que les mouvements anti-choix au Canada ne font pas le même travail pour continuer à gruger les droits à l'avortement au Canada aussi. Bon, pour parler justement de la situation au Canada, on le sait, l'avortement est légal chez nous depuis 1988. Le contexte, on dit toujours c'est très différent de celui des États-Unis, mais quand même, il y a des politiciens à Ottawa qui sont contre l'avortement. D'ailleurs, on l'a vu cet après-midi au moment du vote sur la motion du Bloc québécois. On a entendu des députés conservateurs voter non, dire non. Bon, les conservateurs disent qu'ils veulent pas rouvrir le débat sur l'avortement, mais est-ce qu'on est à l'abri d'une possible décision comme celle de nos voisins du Sud, ici au Canada, vous pensez? Excellente question. Donc, il y a quelques années, je pense que ça aurait été impensable que l'arrêt Roe contre Wade soit annulé. Donc, faut pas non plus s'imaginer que quelque chose du genre peut arriver dans notre pays à nous aussi, malgré le fait que le contexte légal et politique est différent. Il faut se dire que l'été passé, il y a des gens sur la colline parlementaire, donc des élus qui ont voté en faveur de restrictions sur l'avortement. Donc, 25% des élus sur la colline parlementaire ont voté en faveur de restrictions pour l'avortement. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe aussi dans notre pays, il faut se le dire. Ouais. Et comme le disait la ministre Joly tout à l'heure, il faut rien prendre pour acquis au Canada non plus. Est-ce qu'il reste en effet des défis en matière de droit à l'avortement au Canada? Vous venez de nous en parler, mais est-ce qu'il y a d'autres défis en la matière? Oui, effectivement, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc, l'accès à l'avortement n'est pas de toute simplicité pour tout le monde. Donc, oui, l'avortement est décriminalisé au Canada et dans plusieurs régions métropolitaines est accessible. Ceci étant dit, si on se trouve dans des régions rurales, si on n'a pas d'argent pour voyager, si on se trouve dans des provinces où il y a 1, 2 ou 3 fournisseurs de soins pour toute une province, l'accès peut être très difficile. Donc, il y a encore beaucoup de travail au Canada pour justement améliorer l'accès pour toute personne qui a besoin d'un avortement. Une procédure médicale qui est très commune. Donc, une personne sur 3 au Canada qui peut être enceinte va avoir un avortement dans sa vie et ce n'est pas du tout traité de la sorte. Ouais. Donc, il faut s'assurer que l'accès à l'avortement est une priorité. Justement, parce qu'on sait qu'en vertu de la loi canadienne sur la santé, les services d'avortement sont assurés dans toutes les provinces et dans tous les territoires au Canada. Mais malgré ça, il y a certaines provinces qui ont limité ce financement. On sait que dans certaines provinces des Maritimes, notamment, c'est très difficile d'obtenir des services d'avortement. Parlez-nous de l'impact de ça sur le terrain comme tel. Oui, effectivement. Donc, le Nouveau-Brunswick est un exemple d'une province qui a des restrictions qui ne peuvent s'expliquer que par des sentiments anti-choix qui restreignent l'accès à l'avortement aux hôpitaux, alors qu'il y a des cliniques au Nouveau-Brunswick qui offrent des services jusqu'à plus tard dans l'âge gestationnel d'une grossesse, des services qui sont nécessaires pour les gens au Nouveau-Brunswick. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent voyager hors de la province pour accéder aux services ou encore payer de leur poche de 700 à 1000 $ pour avoir un avortement près de chez eux. Donc, ça existe encore au Canada, il faut le rappeler. Qu'est-ce qui pourrait être fait, Mme Chabot, par les différents paliers de gouvernement pour améliorer l'accès à l'avortement au Canada? Je pense effectivement qu'il y a place à leadership au provincial et au fédéral. Donc, au fédéral, vous l'avez dit, il y a la loi canadienne sur la santé qui est un outil qui peut être utilisé par le gouvernement fédéral pour s'assurer que toute personne a accès à des soins en avortement près de chez eux, dans leur communauté. Ensuite, au provincial, c'est de s'assurer que on travaille avec des élus qui ne mettront pas de restrictions supplémentaires sur l'accès à l'avortement dans la province, comme ce que l'on voit au Nouveau-Brunswick, et qui vont aussi tenter d'améliorer l'accès pour les communautés qui existent dans leur province. Donc, par exemple, en Ontario, il y a des cliniques qui doivent charger à leurs patients des frais administratifs parce que la province ne rembourse pas ces frais. Et en Ontario aussi, je veux dire, toute la région du nord de la province n'est pas couverte. C'est la même chose en Alberta, c'est la même chose dans le reste des prairies. Alors, il y a beaucoup de travail à faire ensemble, mais je pense que c'est une conversation qui est plus importante que doit-on réouvrir le débat ou non.
on doit parler de l'accessibilité aux soins. Frédéric Chabot, directrice d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sur les impacts politiques possibles du retour de la question de l'avortement sur la scène fédérale, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On apprenait un peu plus tôt aujourd'hui que le caucus conservateur s'est fait demander par le bureau de la chef Candice Bergen de ne pas commenter la possible décision de la Cour suprême des États-Unis sur le droit à l'avortement. Daniel, est-ce que ce débat aux États-Unis, ça pourrait avoir un impact sur les conservateurs au Canada? Oui, c'est un débat qui les place dans une position inconfortable. Et d'ailleurs, Candice Bergen, plus tard, après avoir demandé, ou le parti a demandé donc aux députés, aux sénateurs de ne pas parler de ce qui se passe aux États-Unis, et ensuite elle-même publie un communiqué sur le sujet. Donc, on peut voir que c'est un sujet délicat pour les conservateurs et que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, après la publication, donc hier, de cet article dans Politico, ça reste, c'est pas encore officiel, là, concernant Roe versus Wade, mais si c'est vraiment le cas, je pense que ça va créer une situation un peu compliquée pour les conservateurs au cours des prochains mois durant leur course au leadership. Oui, Geneviève, justement, parce que Daniel le dit, la question de l'avortement, ça divise les conservateurs, et ça, on le sait depuis longtemps. Des 6 candidats qui briguent officiellement la direction du Parti conservateur, il y a seulement Leslyn Lewis qui est opposée à l'avortement. Est-ce que la page est tournée pour les conservateurs sur l'avortement, ou si ça pourrait revenir encore les hanter, notamment dans la course au leadership? Ça va revenir les hanter forcément. Vous avez mentionné Leslyn Lewis. Effectivement, c'est elle qui porte le dossier. On n'en a pas beaucoup parlé, mais elle s'est faite élire députée conservatrice fédérale à l'automne passé. Donc, elle va avoir plus de visibilité pour en parler. Et ça lui permet aujourd'hui, cette annonce-là d'hier, ça lui permet aujourd'hui de parler, de ramener le débat à l'avant-plan. Alors, non, les conservateurs n'ont pas encore de politique stable qui unifie tous les membres du parti. On est loin de là, d'ailleurs. Et c'est tout à fait une occasion où ça risque de provoquer la division, ça c'est certain. Et d'ailleurs, le Parti conservateur a dit à son caucus de ne pas parler, mais il y a des prétendants, il y a des candidats au leadership qui ne font pas partie du caucus. Je pense à Patrick Brown, par exemple. Jean Charest, c'est la même chose. Mais Patrick Brown qui a fait une déclaration en disant moi, je m'oppose à cette décision-là. Alors, oui, on va continuer à en parler. Ouais. Je veux vous entendre entre-temps sur les élections ontariennes. Le premier ministre Doug Ford a demandé cet après-midi à la lieutenant-gouverneure de dissoudre l'Assemblée législative. La campagne est donc officiellement lancée en Ontario pour un scrutin, on le sait, le 2 juin. Geneviève, je vais rester avec vous. Les sondages tendent à démontrer une avance pour Doug Ford. Est-ce qu'il part, en effet, le favori dans cette course, selon vous? Ah oui, très clairement. Autant il n'était pas le favori à l'élection précédente en 2018, autant cette fois-ci, il est le favori. On le voit dans les sondages, on le voit dans le financement des partis aussi. C'est le Parti conservateur qui a le plus de fonds. On le voit aussi dans les enjeux. Beaucoup de questions sur le coût de la vie, par exemple, comment on va faire pour aider les Ontariens. Et ça, c'est vraiment dans le territoire de M. Ford. Donc, c'est lui qui a tout à gagner pour la prochaine élection. À vrai dire, ce qu'on se demande pour l'instant, c'est qui va être le deuxième parti, qui va être l'opposition officielle. En ce moment, c'est le NPD, mais peut-être que les libéraux vont faire un retour en force et vont prendre la place. Et après, on verra la campagne qui vient de commencer parce que là, tout peut arriver et il pourrait y avoir des renversements. Mais pour l'instant, oui, ce sont les conservateurs qui sont en bonne position. Qui partent favoris. Daniel, on a pu observer, je dirais, une certaine harmonie dans les relations entre Doug Ford et Justin Trudeau depuis quelque temps. M. Trudeau était d'ailleurs avec Doug Ford hier pour une annonce en matière de véhicules électriques. Quel impact ça pourrait avoir sur la campagne en Ontario, vous pensez? Écoutez, je pense que Justin Trudeau a intérêt à garder des bonnes relations avec Doug Ford parce qu'il a de très bonnes chances de rester premier ministre de la province après les élections du début juin. Donc, est-ce que ça va nuire aux libéraux sur le plan provincial? C'est sûr que j'ai pas l'impression que Justin Trudeau va se mêler de cette campagne-là. On se souvient en 2019, lors des élections fédérales, que Doug Ford, c'était un peu l'ennemi public numéro 1 de Justin Trudeau. Et puis Doug Ford s'était en fait caché ou avait disparu durant la campagne fédérale pour ne pas nuire aux conservateurs au fédéral. On est dans une situation très différente là, 3 ans plus tard.
Et on voit que oui, il y a une relation cordiale entre Justin Trudeau et Doug Ford. Et Justin Trudeau sait très bien que Doug Ford a de très bonnes chances de rester premier ministre. Alors, il ne veut pas prendre de risques et il va garder de bonnes relations, je pense, avec le premier ministre de l'Ontario. Oui, Geneviève, je vous pose la question à l'inverse. Quel impact pourrait avoir cette élection en Ontario sur la scène fédérale? C'est pas beaucoup d'impact, j'ai l'impression, parce que les choses vont relativement bien en ce moment. Et M. Ford peut remercier M. Trudeau parce qu'avec l'entente qui a été négociée entre les libéraux et le néo-démocrate sur la scène fédérale et l'offre de nouveaux services publics, M. Ford peut dire, ben j'ai pas besoin de m'en occuper, le fédéral va s'en occuper, il va vous faire les soins dentaires, il va faire l'assurance médicaments, et M. Ford peut se consacrer sur d'autres thèmes. Aussi, M. Ford maintenant a compris comment fonctionnait la Fédération canadienne, a compris que la Fédération forte, ça aide l'Ontario à rester fort lui aussi. Donc, la relation qu'on a vue ces derniers temps entre les deux premiers ministres, je pense qu'elle va continuer. Je serais surprise que M. Ford fasse des attaques sérieuses envers M. Trudeau durant la campagne électorale. Il va peut-être en faire un petit peu juste pour fouetter ses troupes, mais rien de majeur à mon avis. Donc, je pense pas que ça va amener de grands changements pour la suite des choses. Oui, on verra effectivement au cours des prochaines semaines. Je veux vous entendre entre-temps sur cette motion controversée à la Chambre des communes, ce qu'on appelle la motion 11 qui a été introduite la semaine dernière et qui permet au gouvernement de tenir des séances de travail, en fait des débats jusqu'à minuit chaque soir, et qui permet aussi d'ajourner les travaux du Parlement avant la date prévue au mois de juin. Daniel, les conservateurs soutiennent que le premier ministre Trudeau, en fait, cherche à se créer un public et non pas une opposition. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Oui, je pense que le danger pour les libéraux, c'est d'avoir l'air un peu arrogant parce qu'ils ont maintenant le soutien, je dirais, presque indéfectible du NPD pour les prochaines années. En tout cas, c'est l'entente qu'ils ont signée. Donc, il y a un peu un risque pour les libéraux. En même temps, ils disent que les conservateurs font de l'obstruction. Il faut qu'on fasse avancer notre agenda législatif. Et ils ont l'appui du NPD au sujet de cette motion-là. Mais les conservateurs, je pense, ont beau jeu de critiquer les libéraux et de mentionner le fait que ça pourrait, éroder le rôle de l'opposition, surtout, évidemment, des conservateurs, parce que le NPD est en faveur de ce geste-là. Oui, le Bloc québécois aussi critique cette motion 11. Geneviève, en fait, est-ce que vous pensez que cette motion va à l'encontre du rôle du Parlement? Ah oui, c'est clair, parce qu'effectivement, le gouvernement doit rendre des comptes aux partis d'opposition. Qui a beau pas aimer les tactiques de l'opposition, c'est l'opposition qui doit les faire, qui doit poser aussi les questions. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ça fait des années qu'on parle maintenant de changer les horaires de la Chambre des communes pour la rendre plus agréable pour les gens qui ont des jeunes enfants, par exemple. La question de la conciliation famille-travail, c'est certainement pas avec des séances qui vont jusqu'à minuit le soir, puis en condensant qu'on va aller dans cette direction-là. Donc, les libéraux envoient un drôle de message. J'ai l'impression qu'ils se sentent un peu pressés par le temps. Alors oui, ils ont une entente signée avec le NPD, mais il n'y a rien qui dit qu'à l'automne prochain, le NPD ne regrettera pas cette fameuse entente-là et va peut-être changer la dynamique. Donc, je pense que les libéraux veulent passer le plus rapidement possible leur propre projet de loi pour avoir ça et ensuite en prendre le crédit. Mais c'est bizarre comme tactique et c'est certainement pas bon pour les institutions démocratiques parlementaires canadiennes. Et pas bon non plus pour la conciliation travail-famille, comme vous dites, Geneviève. Daniel, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée. Après avoir transmis du matériel militaire de toutes sortes en Ukraine, le Canada doit-il accroître son soutien humanitaire au peuple ukrainien? Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, on estime que plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays et des milliers d'entre eux ont trouvé refuge en sol canadien. Alors que l'opposition aux communes reproche au gouvernement Trudeau de ne pas en faire assez pour faciliter l'accueil de réfugiés au pays, je me suis entretenue avec la Dr Joanne Liu, ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, qui est justement de retour d'Ukraine. Bonsoir, Dr Liu. Bonsoir. Vous avez effectué une mission en Ukraine au mois d'avril avec Médecins sans frontières. Je vous demanderai d'abord, est-ce que des équipes de Médecins sans frontières sont toujours sur place en Ukraine? Oui, il y a toujours des équipes de Médecins sans frontières. Il y a plus de 125 personnels internationaux et plus de 200 personnels ukrainiens. Et en quoi consiste leur travail? Le travail consiste sur différents,
axe de travail. Le premier axe de travail est vraiment la préparation à l'afflux de blessés. Donc, on travaille surtout à la préparation des hôpitaux pour pouvoir avoir un afflux de blessés, d'avoir l'approvisionnement nécessaire pour répondre à un nombre croissant de blessés et aussi d'être capable d'être fonctionnel en cas de bombardement. Donc, on a créé aussi des urgences dans les sous-sols d'hôpitaux. Le deuxième axe, c'est sur l'accès aux soins. Et donc, on travaille à travers de cliniques mobiles auprès des populations qui sont restées derrière. Donc, il y a beaucoup de populations, malgré l'appel général d'évacuation, ont décidé de rester dans le Luhansk et dans le Donetsk. Et donc, on parle d'à peu près entre 25 à 30 de la population et on fait des cliniques mobiles. C'est surtout des personnes âgées, des personnes avec des maladies chroniques, des personnes avec moins de mobilité. Et le troisième axe, c'est sur les évacuations médicales. Et donc, c'est ce qu'on fait avec notamment les ambulances, mais aussi avec un train médicalisé. Et je le disais à l'entrée de jeu, vous êtes allé vous-même en Ukraine au mois d'avril, du côté de Lviv, notamment dans l'ouest du pays, à Dnipro. Racontez-nous votre expérience sur le terrain. En fait, j'étais basée à Dnipro, qui est un petit peu plus à l'est. Et qu'est-ce qu'on faisait à partir de Dnipro? On rayonnait vers le Donbass, surtout côté Donetsk, parce que l'oblast de Donetsk, parce que celui de Luhansk était pas facile d'accès. Et moi, ce qui consistait ma mission, c'était que je faisais ce qu'on appelle une mission exploratoire. Donc, on va dans les endroits nouveaux où on fait l'évaluation des besoins et où après ça, on arrive avec une proposition de projet. Et c'est comme ça qu'on est venu assez rapidement à se dire que la meilleure façon de garder la capacité d'accueil des hôpitaux, oui, c'était l'approvisionnement, c'était faire des urgences dans les sous-sols d'hôpitaux, mais c'était aussi de libérer des lits aigus, des lits de soins intensifs, pour qu'on puisse accueillir des nouveaux patients qui étaient blessés. Oui. À votre retour d'Ukraine, Dr. Liu, vous avez affirmé en entrevue que le Canada devait faciliter l'avenue et l'accueil de réfugiés. Qu'est-ce qui peut être fait de mieux par le Canada, selon vous, à cet égard? Je veux dire, c'est une chose de dire qu'on veut accueillir des gens, qui est très bien, hein, donc faut quand même le mentionner. Cela dit, c'est pas parce qu'on fait un énoncé d'accueil que ça se matérialise. Et ce qui est clair, c'est que il y a plusieurs Ukrainiens qui font la demande, mais faire une demande, c'est ardu. Moi, je me suis retrouvée là dans une gare ukrainienne à attendre mon train d'évacuation quand j'ai fini ma mission. J'étais tout seul avec un Français, un logisticien, puis on n'était pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passait parce qu'on ne parle pas ukrainien. Et on était là avec notre téléphone, avec Google Translate, à fixer le babillard pour essayer de comprendre. Et je me suis fait la réflexion, si j'avais affaire à remplir un formulaire, soit en ukrainien pour ma famille, pour leur trouver un futur, j'y arriverais pas. Et donc, je pense que c'est important de se conscientiser sur la capacité d'accueil, mais aussi la facilitation par rapport à ce que j'appelle les remplissages de formulaires, ce qu'on appelle communément le red tape. Il faut faciliter ça, il faut le simplifier, il faut l'accompagner. Donc, alléger le processus, comme vous dites. Outre l'accueil de réfugiés, le Canada, on le sait, a déjà envoyé de l'équipement militaire à l'Ukraine, a déjà montré son appui sans équivoque au peuple ukrainien. Est-ce qu'on pourrait en faire plus, je parle du Canada évidemment, sur le plan humanitaire? Je crois qu'on peut toujours en faire plus et notamment, je crois que je pense que le Canada a été clair, a répondu présent depuis le début de cette guerre-là, le 24 février. Mais c'est aussi que on voit bien qu'on rentre dans une autre séquence, qu'on rentre dans une séquence qui va être peut-être beaucoup plus longue que tout le monde aurait voulu. Et donc, ça va être important qu'on demeure présent. Et je crois que il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être blessées ou qui vont avoir besoin de soins. Et est-ce que on peut soutenir la réponse humanitaire à l'intérieur du pays, mais aussi dans les pays voisins qui accueillent? La Pologne accueille plus de 2,5 millions
de réfugiés, puis nous, on se tente à en prendre à peu près 50 000 à 60 000. Donc, on peut faire une part, en tout cas, d'aider ces pays-là à accueillir. Puis après ça, on peut aussi réfléchir, est-ce que, parce que je pense qu'il va y avoir un essoufflement sur aussi la prise en charge des évacuations médicales. Présentement, ils ont été faits surtout en Europe, mais je crois que des patients qui vont être stables et qui vont avoir besoin de chirurgie reconstructive sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça pourrait peut-être une option de venir au Canada, surtout pour les gens qui ont déjà de la famille ici. Donc, rester très ouvert à l'accueil encore des réfugiés, de gens possiblement blessés. Docteur Liu, les liens bilatéraux entre l'Ukraine et le Canada, on le sait, sont nombreux. Il y a plusieurs similitudes entre les deux peuples. Comment vous vous êtes senti en tant que Canadienne en Ukraine? Ben oui, c'est intéressant de vous poser cette question-là. Et c'est vrai, hein, je veux dire, on se promène sur les routes, puis je me rappelle avoir fait la réflexion à quelqu'un, j'ai l'impression d'être entre Québec et Montréal. C'est des autoroutes, c'est un paysage qui est avec un climat tempéré. Donc, il y a ça qui ressemble, c'est clair. Et il y a le fait, mais surtout, je pense qui est notoire, c'est l'accueil qu'on a comme Canadiens en Ukraine. Donc, moi, je passais des points de contrôle. Et puis, mon chauffeur disait toujours, « Hey, mais les Canadiennes! » Il disait, « Passez. » Et donc, pour les Ukrainiens, le Canada est du présent. Et je pense qu'il faut s'assurer que toutes les promesses qu'on a faites vont se matérialiser. Oui, vous avez été, Dr. Liu, présidente de la Division internationale de Médecins sans frontières. Bon, vous avez une expérience de plus de 25 ans en médecine humanitaire. Vous avez donc effectué des missions un peu partout dans le monde, notamment dans les pays d'Afrique aux prises avec des épidémies. Quelle est la plus grande différence entre ce que vous avez vécu en Ukraine et tout ce que vous avez vécu dans le passé? Chaque conflit, chaque crise est unique. Donc, d'une part, donc c'est toujours dur de comparer les choses. Je vous dirais que ce qui était relativement stressant, c'est nous se gérer, je crois, parce que il y avait régulièrement ce qu'on appelle des alertes à menace d'attaques aériennes. Et donc, c'était des espèces de sirènes qui partaient et ça durait à peu près 1 heure à chaque fois. Puis initialement, c'était 3-4 fois par jour, mais à la fin, quand je suis partie, c'était une dizaine de fois par jour, 3-4 fois la nuit. Et donc, c'est gérer ce stress-là qui est présent parce qu'à chaque fois, c'est l'analyse, on part-tu, on va-tu dans le bunker, on descend-tu, on descend pas dans le sous-sol. Donc, gérer son inquiétude, demeurer vigilant aussi, sans devenir complaisant, c'est quelque chose qui était beaucoup plus présent. C'est pas parce que la menace n'est pas dans d'autres endroits, mais là, on avait des alertes qui nous le rappelaient en permanence. Ouais. Et on restait toujours dans un état d'hypervigilance. Il nous reste quelques secondes. À la lumière de ce que vous avez vu en Ukraine, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer aux Canadiens aujourd'hui? Pour moi, je pense que c'est une priorité, c'est vital qu'on demeure solidaire avec les Ukrainiens et qu'on en parle. Je l'ai dit, faut pas que ça devienne un fait divers. Il ne faut pas déshumaniser cette souffrance-là, même si les Ukrainiens sont en train de mourir debout pour le reste de la planète. Docteur Joanne Liu, ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, vous êtes aujourd'hui pédiatre. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 3 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.